les gens sont en train de voter, on va les laisser Oui. s'exprimer. Donc c'est dans la pratique habituelle de l'amygdalectomie. Oui, en post-amygdalectomie, bien sûr, que l'amygdale. Alors, c'est étonnant, il y a un tiers uniquement qui fait du paracétamol. Ah non, C'est même moins, Ah oui 30%. ah, c'est la répartition. C'est-à-dire qu'ils font 30% et puis ils font d'autres choses. Oui, c'est ça, on peut C'est ça, répondre. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais Oui, on mais- peut faire 2 réponses. Ouais. Peut-être pas. Ouais. Bon, donc le gagnant est. Mais il y a une triplette, hein. Paracétamol, Paracétamol, Nubin, ibuprofène. C'est ça. Bah, c'est bien, c'est bien. Ouais. Franchement, c'est bien. Voilà. Donc, une petite diapositive pour rappeler un point qui est quand même important, et ça ne concerne pas que l'amygdalectomie, encore une fois. La présence d'un SAOS, a été très bien montré, augmente la sensibilité à la morphine et les effets dépresseurs respiratoires des opioïdes. Donc, systématiquement, il faut réduire les doses les posologies de morphine chez ces enfants. Encore une fois, ce n'est pas forcément que des amygdales, hein. Ça peut être des enfants qui sont opérés d'autres choses, mais qui ont un SAOS, et ils vont être plus sensibles à la morphine. Et donc la titration, ce sera 50 gamma kilos, s'il y a besoin d'une titration, et non pas 100, qui est la dose normale. Ça, c'était le graphique qui montre que plus les enfants sont jeunes, d'une part, et plus le nadir de SPO2 est important, moins la quantité de morphine est importante. D'accord ? Alors, si on va un petit peu plus précisément maintenant, si on se focalise sur les stratégies analgésiques post-amygdalectomie, ce qu'il faut dire déjà, c'est que traditionnellement, la douleur de l'amygdalectomie, c'est une douleur sévère. Et que donc, il faut une vraie stratégie analgésique. Et la deuxième particularité de cette douleur, c'est qu'elle est gérée à la maison. Et que ce sont les parents qui vont gérer cette douleur, ce qui n'est pas si simple que ça. Donc, quand il y a 15 ans, on donnait à l'hôpital un petit peu de morphine et dès que l'enfant sortait, on lui donnait de la codéine. Mais ça, c'était avant, puisque vous le savez, la codéine est totalement interdite à l'heure actuelle chez l'enfant de moins de 12 ans. Il a donc fallu imaginer des stratégies différentes pour assurer cette analgésie. Et la stratégie, disons, principale, eh bien, vous la voyez sur cette diapositive, c'est ce que j'avais appelé l'option AINS, c'est-à-dire que cette analgésie repose essentiellement sur l'administration d'ibuprofène avant la sortie de l'unité d'ambulatoire et puis à la maison pendant maximum 5 jours. Parce que ça reste des AINS. En association, bien sûr, avec du paracétamol, Péros, administré de façon systématique. Et on insiste bien pour que ces administrations soient systématiques parce qu'il est montré que quand on dit 6 douleurs, eh bien, les enfants ne reçoivent pas les produits. Donc, de façon systématique. Alors, il n'y a pas bien sûr, il n'y a pas que cette stratégie. En fait, quand on va se retrouver face au patient, eh bien, on va évaluer le ratio bénéfice-risque individuel. C'est-à-dire que si cet enfant a avant tout un risque respiratoire, et en fait, c'est la très grande majorité des enfants, eh bien, naturellement, on va lui donner une molécule comme les AINS qui n'ont aucune interaction avec la respiration. On peut aussi lui donner des corticoïdes. Ça, c'est l'option, en fait, ORL. Les ORL, ils adorent les corticoïdes. Et donc, eh bien, il y en a un certain nombre qui prescrivent de la prédnisolone. Bon, pourquoi pas. En général, ce n'est pas nous qui la prescrivons de toute façon. C'est plutôt une prescription post-opératoire. Il y avait un schéma alternatif qui était les AINS toujours. Ça ne change pas. Mais on avait questionné le fait de donner de la dexaméthasone en péropératoire alors qu'on donnait en parallèle des AINS et disons qu'il y avait un doute sur la potentialisation d'un éventuel saignement. Mais en fait, il s'avère que pour l'instant, il n'y a pas de signe alarmant dans ce domaine. À 0,15 mg/kg, là, la dexaméthasone, c'est Oui. un effet anti-inflammatoire ? Alors, on dit que oui, mais très modéré probablement. Il y a des courbes qui ont été faites, enfin bref, on n'a pas trop le temps de détailler. Voilà. Et puis il y a la dernière alternative que je vous donne en dernier parce que je ne l'aime pas tellement en fait, c'est l'option Tramadol. Pourquoi je ne l'aime pas tellement ? Alors ce produit, on ne le donnera que si l'enfant présente un risque hémorragique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas associer
une molécule pour laquelle on a peut-être une arrière-pensée qui sont les AINS en termes de saignement. On ne veut pas la donner sur un patient qui a un trouble potentiel hémorragique. Donc on va choisir l'option tramadol. Donc le tramadol, c'est une molécule qui s'administre, d'une part, qui s'administre en gouttes, avec tous les aléas que ça peut comporter. Et par ailleurs, c'est une molécule qui fonctionne un peu comme la codéine, même s'il y a 2 effets au lieu d'un, etc., et qui est métabolisée, qui est une prodrogue, et qui va donner donc un effet, un opioïde actif par l'intermédiaire du métabolisme par le même cytochrome, le P2D6, que la codéine. Autrement dit, vous avez potentiellement les mêmes difficultés et accidents avec le tramadol qu'avec la codéine. Et d'ailleurs, il y a eu un accident décrit d'ailleurs par l'équipe de Necker avec le tramadol en post-opératoire de l'amygdalectomie. Donc, d'une façon générale, je crois qu'on peut garder en tête essentiellement l'option AINS, c'est-à-dire l'analgésie par ibuprofène, en sachant surtout qu'avec les nouvelles techniques d'amygdalectomie intracapsulaire, d'amygdalectomie partielle, eh bien la douleur a été démontrée comme bien moindre par rapport à l'amygdalectomie totale. Il y a des questions de pharmaco. Hein. Oui, il y a beaucoup de questions de pharmaco. Il y a aussi des questions, je reviens juste sur une question en arrière, parce qu'on voit la difficulté parfois qu'il y a à faire de l'analgésie finalement. Oui. Et une des questions, c'était, est-ce qu'en Europe, on peut utiliser la kétamine ? Alors oui, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Alors il n'y a pas grand-chose sur l'effet positif de la kétamine pour l'amygdalectomie. Il y a une méta-analyse qui avait suggéré que ça pouvait être intéressant dans l'amygdalectomie chez l'enfant. C'est pour ça qu'on l'a recommandé d'ailleurs à un moment donné. Vous pouvez très bien le faire. Voilà. Alors vous le faites, mais à dose anti-hyperalgésique plutôt, de l'ordre de 0,15 mg/kg. Pareil que le... Il y a des questions sur Oui. les anti-inflammatoires, kétoprophène IV. Alors... Ça, c'est une bonne question que je me pose moi tous les jours dans ma structure parce que j'ai certains médecins anesthésistes qui ont une réticence à l'utiliser par voie intraveineuse, notamment en utilisant aussi la dexaméthasone IV péropératoire. C'est fait régulièrement. Voilà ce que je peux vous dire. Ce n'est pas contre-indiqué. Ça, après, c'est une question de conviction et de croyance. Mais objectivement, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'ibuprofène péros et le kétoprophène IV. Il y a la même question, voilà. Prednisolone, dexaméthasone. Finalement, choisis bien celui qu'on veut. Alors, la prednisolone, c'est-à-dire que ça, c'est les ORL. Hein. Donc, eux, en général, ils font de la prednisolone. Mais ma foi, s'ils veulent faire la dexaméthasone, pourquoi pas. Hein. Enfin, la bétaméthasone, ouais. Oui. Tout à l'heure, tu as évoqué, si vous avez une arrière-pensée, sur l'association corticoïde et anti-inflammatoire sur le segment. Il y a une des questions, c'est est-ce que les AINS favorisent le segment ? Alors, c'est une bonne question. Il faut quand même savoir que les 2 premières conférences d'experts qu'on a faites sur l'amygdalectomie, on a contre-indiqué les AINS. Alors, à l'époque, évidemment, on avait la codéine. Quand la codéine a disparu, brutalement, on s'est dit, ouf, bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Et en fait, il ne nous reste pas grand-chose. Et il se trouve que les AINS, ils ont un effet antalgique vrai, puissant et intéressant dans ce contexte. Le risque de saignement, alors il y a eu X études qui ne sont jamais parvenus à mettre en évidence, je parle des études récentes, une augmentation du saignement après utilisation de l'ibuprofène. Il reste toujours un doute. Hein. Souvent, c'est des études de non-infériorité, donc elles sont ambiguës. Elles disent qu'il n'y a pas d'effet négatif, mais quand même, on ne peut pas éliminer. Bref. Donc, vous voyez, je vous ai mis les guidelines qui ont été faites, qui ont été revues récemment par les Américains et celles des Canadiens. Vous voyez, c'est 2024 et 2019. Ils préconisent toutes ces deux guidelines préconisent en première ligne en termes d'analgésie l'ibuprofène. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire à l'heure actuelle. Alors, il y a une question sur la voie d'administration. Avant, nous, par pudeur, probablement jamais par voie intrarectale. Les Américains le faisaient volontiers par voie intrarectale, y compris chez l'adulte d'ailleurs. Et donc, on en est où là ? Alors, ça n'a pas très bonne presse, la voie intrarectale. Moi, je trouve ça super pratique. Voilà. Le problème de la voie intrarectale, c'est que la biodisponibilité, elle est aléatoire. Et c'est pour ça, je dirais, qu'on l'utilise assez peu. Bon, ma foi, après, ça dépend beaucoup ça dépend des enfants. En Angleterre, il n'est pas question de mettre un suppositoire. Ça, c'est totalement interdit. Voilà, donc on l'a de toute façon préconisé Péros. Voilà. Mais si l'enfant vomit,
un petit suppositoire, c'est pas mal. Et puis un dernier point de médicament, est-ce que le Nubin est dépresseur respiratoire en salle de réveil? Alors, le Nubin, normalement, c'est un agoniste-antagoniste qui n'a pas d'effet dépresseur respiratoire dans les conditions habituelles d'utilisation. Alors, si vous le mettez à un bébé qui a 1 mois, qui est anémique, etc., vous allez avoir une dépression respiratoire. Mais normalement, non, parce qu'il y a un effet plafond, et d'ailleurs, vous ne gagnez pas en analgésie, mais vous n'augmentez pas non plus les effets dépresseurs. Nous, on a eu des accidents avec des seringues de 24 heures qui passent en 1 heure. On n'a jamais eu la moindre dépression respiratoire. La tendance actuelle est d'utiliser le Nubin à 0,1 mg/kg, alors que la dose habituelle, elle est de 0,2. Voilà. Docteur Darabi demande s'il y a une place pour le catapressant. Alors, le catapressant pour l'amidalectomie, d'abord, c'est compliqué en ambulatoire, hein, le catapressant. En général, on ne le préconise pas dans la stratégie ambulatoire. S'il faut le donner, c'est en prémédication. Ça peut être utilisé dans certains cas. Par exemple, vous avez un autiste qui vient se faire opérer d'une amidalectomie éventuellement. Donc, vous pouvez le prémédiquer à la clonidine. Mais bon, franchement, non, je ne le conseillerais pas. Très bien. Ah ben, on continue, là. Ah oui. Donc, voilà que Arthur arrive en SSPI. Il a donc été opéré, extubé, yeux ouverts. Il ne se passe rien dans cette SSPI, la première heure. Et puis, vous voyez, il va recevoir un peu de nalbuphine. Alors, c'est un peu, hein, vraiment, là, c'était un peu de l'homéopathie, mais bon. Et puis, il se trouve qu'au bout de 15 minutes, il commence à cracher un peu de sang. Donc là, on appelle le médecin anesthésiste. Bon, il constate pas grand-chose, pas de détresse, pas de signe hémodynamique, pas de problème respiratoire. Il appelle l'ORL. L'ORL arrive. Il examine les loges et il ne voit pas de saignement actif. Et puis, les choses, un quart d'heure après, en fait, les choses se majorent un peu, l'enfant est moins bien, il devient somnolent, il désature un peu et il est tachycarde. Et là, à ce moment-là, on commence à se poser des questions et on commence à évoquer la reprise, enfin en tout cas le saignement manifeste des loges amygdaliennes. Donc la question en fait la question que je voulais vous poser, c'était quel type de remplissage, qu'est-ce que vous faites devant un enfant comme ça? Donc vous n'allez pas avoir là, il n'y a pas de façon de répondre, je vais vous dire tout de suite la réponse. Peut-être donner une réponse, c'est qu'il faut le remplir. Il faut le remplir, c'est-à-dire que pourquoi on se dit qu'il faut le remplir? Parce qu'il est tachycarde et parce qu'il y a quand même la notion d'un peu de saignement. Voilà, ceci dit, ça peut se discuter. Mais là, dans ce contexte, les gens sont un peu anxieux et ils se disent qu'ils vont le remplir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un peu d'oxygène sur le nez, ça c'est plutôt bien aussi. Et puis, ils vont le remplir. Vous avez en bleu à droite les principes en fait, de prise en charge d'une hypovolémie, soluté balancée isotonique en sel, c'est-à-dire Duringer, en gros. Et la dose, c'est 20 ml/kg. Ça, de toute façon, c'est facile à se souvenir. Et puis, après, évidemment, si on est dans un tableau hémorragique franc et massif, on va prendre le relais. Vous voyez, au-delà de 40 ml par kilo, on prend le relais soit par une gélatine, soit par de l'albumine à 5%. Ça, c'est très fréquent chez l'adulte. Et surtout, on envisage CG, des culots globulaires. Et d'ailleurs, là, le médecin anesthésiste est prudent, il fait une détermination de groupe, il regarde l'hémo-Q et il a 9 grammes d'hémoglobine. On ne peut pas vraiment conclure, sauf que l'ORL passe par là, il trouve que ça saigne encore au niveau des loges et il dit on le remet au bloc. Voilà. Alors, justement, sur le groupe sanguin, il y avait une question, pour savoir si on le demandait en consultation pré-anesthésique. Alors, c'est une bonne question. Pas systématiquement. Je dirais que si on a un bilan à lui faire, si on est dans un contexte où on a besoin de lui faire un bilan, comme on a vu tout à l'heure, on va lui prélever un groupe. Mais on ne va pas le faire systématiquement. Voilà. Chez nous, en tout cas. Et de façon, ce n'est pas préconisé. Donc, on va l'induire, on va lui faire une induction anesthésique, ce garçon, et puis vous voyez qu'on lui fait une induction en séquence rapide, tout le monde le sait, et puis là, on va même utiliser de la kétamine. Pourquoi de la kétamine? Parce qu'il y a une arrière-pensée d'hypovolémie, et on se dit finalement, c'est ce qu'on a tendance d'ailleurs à faire maintenant beaucoup plus souvent, dès qu'on a un doute sur une hypovolémie, on fait kétamine, cellocurine ou succinylcholine avec les doses qui sont écrites. Oui. C'est peut-être juste le moment, on en avait discuté avant l'émission évidemment, de se poser la question de l'abord veineux. Donc là, c'est un enfant qui n'avait pas quitté la salle de réveil, donc on l'induit par voie intraveineuse, on le remplit sur son cathéter.
On peut imaginer soit une autre situation où il arrive sans cathéter, où le cathéter n'est pas utilisable. C'est peut-être le moment de dire 2 petits mots sur... Voilà, alors donc ça c'est relativement simple, enfin simple, c'est pas simple comme situation bien sûr. Si l'enfant arrive sans voie veineuse et que vous avez du mal à le perfuser parce que évidemment il est vasoconstricté, parce qu'il est hypovolémique, eh bien et c'est pour ça qu'on a recommandé la présence du cathéter intra-osseux systématique dans les endroits où il y a de l'anesthésie pédiatrique, le recours c'est le cathéter intra-osseux, clairement. Donc il faut disposer du matériel pour et ceux savoir qui font de la l'utiliser. pédiatrie, savoir l'utiliser. Il y a à ce propos des aides cognitives de la SFAR qui ont été produits pour aider le praticien à comprendre comment on utilise le cathéter intra-osseux. Il y a également une vidéo de la ISFAR qui a été faite en 2020, je crois, que vous pouvez regarder facilement sur Internet. Et donc il faut absolument... savoir utiliser ça. Les urgentistes sont en général plus familiers avec cette technique que nous, anesthésistes, en tout cas ce que j'en vois autour de moi. Mais je pense que c'est une technique qui peut rendre des services quand un enfant arrive et qu'il est déjà hypovolémique, qu'on a du mal à trouver une voie veineuse. Alors, il y a une façon très simple de s'entraîner. D'abord, il faut avoir le matériel, c'est-à-dire c'est un pistolet. Vous avez un pistolet et puis il y a plusieurs aiguilles. Et vous prenez des œufs durs. Et vous faites ça sur un œuf dur. Vous le faites une ou 2 fois et vous avez compris comment on manipule tout. Et c'est très simple et c'est des sensations qui sont proches. Mais c'est un message quand même très important. C'est-à-dire que tous les centres qui font de l'anesthésie pédiatrique doivent avoir au bloc opératoire un système de cathéter intra-osseux. Ça fait partie des RPP d'ailleurs. C'est à peu près le seul matériel qu'on a vraiment conseillé de façon impérative d'une part. Et peut-être nouvelle, oui, effectivement. Bref, donc vous l'avez endormi. Donc maintenant, une fois qu'on l'a endormi, il faut l'intuber. Alors, la personne à la tête s'expose, mais en fait, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, pourquoi ? Parce qu'elle ne voit rien. Parce qu'il y a du sang devant le larynx, donc on essaye d'aspirer, etc. Bon. Et puis l'enfant se met à désaturer. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est pas très compliqué. On va le reventiler. J'ai mis ça volontairement parce qu'on est dans un contexte d'estomac plein, certes. Donc, estomac plein, ça veut dire normalement le moins de ventilation possible. Néanmoins, il est bien clair que si l'enfant désature, on ventile. D'accord ? Et là, c'est ce qui se passe. C'est un vrai cas clinique, cette histoire. Donc, on va reventiler l'enfant au masque. Et il y a deuxième tentative d'intubation. Et là, c'est pareil, sang, œdème laryngé, etc. Alors, très souvent, d'ailleurs, en post-opératoire comme ça, il y a un œdème laryngé, voire un œdème de la luette qui est gênant. Et puis, quand même, heureusement, l'anesthésiste qui est à la tête réussit à intuber l'enfant après avoir bien aspiré. Donc, tout... C'est là où il faut sortir peut-être le matériel d'intubation délicat ou difficile, pédiatrique. Alors, voilà, donc ça aussi, ça fait partie des RPP. Il faut disposer d'un vidéolaryngoscope qu'on sait utiliser. Il faut savoir l'utiliser, bien sûr. Voilà. Alors, néanmoins, moi j'ai toujours... Je ne sais pas si ça sauve les conditions dans ce contexte où les difficultés sont essentiellement liées au sang, au niveau du pharynx. Donc voilà. Mais au moins, ça permet de partager l'image, ce qui n'est pas négligeable, avec celui qui est à côté, qui peut aspirer peut-être plus facilement. Enfin voilà. Des sondes de diamètre peut-être plus bas aussi. Alors, de toute façon, là, on est dans un contexte, cet enfant, il a été intubé, on l'a vu tout à l'heure, avec une 4. Donc, on va préparer de toute façon une 3,5 et une 4. Ça, c'est sûr qu'on va préparer une sonde de diamètre inférieur toujours. Est-ce qu'il y a une place pour l'ORL là, à ce moment-là de la prise en charge ? Oui, c'est absolument. L'ORL doit être en salle. L'ORL est en salle quand ça se passe. D'abord parce que c'est une reprise d'amygdale et qu'en général, il faut que les choses aillent quand même assez vite et puis il est prêt, voilà. Donc l'ORL est en salle. Et je dois dire que si vraiment il y a difficulté d'intubation, non seulement il faut passer la main à l'ORL, mais au pire du pire, il faut savoir envisager, par exemple, une trachéotomie sur un enfant inintubable. C'est évidemment rarissime, mais on est dans un contexte avec un ORL, et donc il faut, je dirais, bénéficier du contexte. Oui. J'en profite pour poser des questions. Là. Juste pour le Ringer lactate, c'est à moins bien équilibré que l'isofundine, pour répondre à une question.
mais c'est tout à fait correct, on peut l'utiliser. Oui, sans aucune difficulté. Deuxièmement, vous n'avez jamais proposé la possibilité d'intubation nasotrachéale, je pense qu'on revient un petit peu en arrière. Alors, la réponse est clairement non. L'intubation nasotrachéale, elle génère du stress, elle majeure les saignements, elle n'a aucun intérêt dans l'amygdalectomie, ça c'est très clair. Alors, et puis il y a la question que je te laisserai poser, peut-être la dernière, du docteur de la Caffinière, on la garde pour la fin? On la garde pour la fin. Okay. Aïe, aïe, aïe. J'imagine. Est-ce qu'il faut être deux pour faire une reprise d'amygdale? C'est ça. Bon, on continue juste. Transfusion, quel volume? 13 kilos. 13 kilos. Bon, je vous donne rapidement la solution parce qu'on n'a pas trop le temps. De toute façon, vous avez toute la théorie est à droite. Voilà, donc le volume, eh bien, c'est de façon très facile, c'est 4 millilitres/kilo par gramme d'hémoglobine perdue. Ça, c'est simple. Donc, ça fait 150 millilitres pour cet enfant. Je vous ai mis au début calcul de la masse sanguine. Ça, c'est un principe pédiatrique. C'est-à-dire que quand on fait une chirurgie chez l'enfant, il faut toujours, alors évidemment, une chirurgie bénigne pour les VG, on n'a pas besoin de connaître la masse sanguine, mais enfin, ce n'est pas très compliqué d'un autre côté. Et donc, il faut toujours avoir une idée de la masse sanguine de l'enfant. C'est à peu près 80 millilitres/kilo. Donc, sur un enfant de 10 kilos, ça fait 800 millilitres. Voilà, sur un enfant de 3 kilos, ça fait 250 millilitres, 240 millilitres. Vous voyez ce que ça fait? C'est pas gros. Bref, mais là, on n'est pas dans ce contexte. Donc, c'est quelque chose qu'il faut... c'est presque un réflexe qu'il faut avoir. Même chez l'adulte, d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. Parce que les petites mamies... Absolument. Voilà. On se dit, oh, 1 litre, ça va, non, mais je suis elle va d'accord. gérer. Enfin, le réflexe chez l'enfant, c'est de penser aussi à la transfusion, quoi. Alors, oui, absolument. Ça, c'est très important. Parce que, évidemment, 800 millilitres, c'est bon, c'est pas 200 millilitres, mais c'est pas énorme. Et ça veut dire que dès qu'on se pose la question de la transfusion chez l'enfant, il faut la faire. Ou en tout cas, il faut commander le sang. Ça, c'est sûr, parce qu'on est toujours en retard. Et quand on regarde la morbidité anesthésique, alors c'est des petits, mais quand même, il y a une part de cette morbidité qui est liée à des retards de transfusion. Et ça, c'est très important. Voilà. Et donc, l'évolution du petit Arthur est favorable et on en est bien content. Donc, juste un tout petit peu de littérature. Donc, ça, c'était une étude rétrospective qui s'intéressait que aux reprises, justement, post-amygdalectomie pour saignement. Alors, c'est un peu ancien, mais ce n'était pas inintéressant quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, l'incidence dans cette étude était de 3% des hémorragies post-amygdalectomie, l'âge moyen de 7 ans et demi. Vous voyez que déjà à l'époque, il y avait 70% des enfants qui avaient des SAOS et c'était des hémorragies secondaires pour la plupart, puisque la survenue était observée autour du 8e jour, ce qui est un grand classique. Ils étaient quasiment tous induits en séquence rapide, on a vu ça. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'ils décrivent quand même pendant les inductions, vous voyez qu'il y en a 10% qui font une hypoxie, ce qui est quand même important. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forcément faciles à intuber. Il y en a 4% qui vont faire une bradycardie et 2% une hypotension. Et donc, intubation difficile, 3%. Et ce n'est pas négligeable. Et tous, et c'est ça le message important, avaient évidemment une intubation très facile à la première intervention. Et donc, il faut vraiment se méfier de ça. En fait, quand on reprend une amygdale, on pense toujours à l'anémie, on pense toujours à l'hypovolémie, mais on ne pense pas forcément à l'intubation difficile. Et c'est quand même très important de l'avoir à l'esprit parce que ça peut conduire ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, oui. Sur l'intubation difficile, il y a une question. Si la deuxième tentative échoue, le masque laryngé, quid du masque laryngé? Le masque laryngé, ça peut sauver, hein, de toute façon. On va pas l'exclure. Hein. Ce n'est pas l'idéal parce que ce n'est pas hermétique, parce qu'on a du sang, parce que ceci. Mais je veux dire, au moins, si ça permet d'oxygéner l'enfant, oui. De toute façon, ça fait partie de la ligne intubation difficile. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, il faut toujours en avoir un et il faut savoir le mettre. Alors, une étude qui s'intéresse, une étude, comment dirais-je, rétrospective sur une dizaine d'années, c'est des Chinois. Et alors, c'est surtout ce qui est bien dans les séries chinoises, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc, 5000 enfants opérés d'amygdalectomie.
Vous voyez, bon, ils ont 5 ans en moyenne, il y a une prépondérance des garçons, et leur taux d'hémorragie, c'est une étude qui est récente, qui est sortie en 2023, et vous voyez que là, le saignement, il est de 1,8%. Là, on est plus près des taux de saignement actuels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a donc un tiers dans les premières 24 heures. Donc là, ils disent en moyenne 8 heures. Bon, en théorie, c'est dans les 6 premières heures, mais bon, je suppose qu'il y a des écarts types importants. La majorité, donc, évidemment, ce sont des hémorragies secondaires. Ça, c'est un grand classique autour de J6. Les réinterventions, c'est 1 sur 2, hein, comme d'habitude. C'est toujours à peu près ces chiffres-là. Et bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont transfusés. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de décès, heureusement, mais il y a quand même dans cette série une trachéotomie en urgence. Donc c'est toujours le problème de l'intubation. Les facteurs de risque de saignement dans cette étude, alors les hémorragies précoces, c'était essentiellement le chirurgien junior, qui a moins de 5 ans de pratique. Et puis dans les hémorragies secondaires, et ça sort dans toutes les études, c'est l'âge de l'enfant supérieur à 6 ans. C'est-à-dire que plus ils sont grands, plus ils vont saigner. Ça, c'est la première chose. Le délai de chirurgie supérieur à 1 an, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est dans les angines, ça veut dire que c'est des enfants qui ont des foyers inflammatoires chroniques. Donc ça aussi, on sait que c'est un facteur de risque. Et ça, c'est une étude très récente, 2023, américaine, rétrospective. Là, vous voyez, 96 000 amygdalectomies de moins de 18 ans, 1,87% d'hémorragie. Vous voyez, c'est donc toujours autour de 1 ou 2%. Les facteurs de risque, eh bien, alors la population hispanique, les maladies inflammatoires, parce qu'il y a un contexte inflammatoire, les maladies intestinales, pardon. Le SAOS, bon, ça, c'est pas très discriminant, puisqu'ils l'ont tous à peu près. L'obésité, ça sort dans cette étude. Enfin, tout ça, ça se rapporte beaucoup à la population américaine, quand même, hein, globalement. Et les plus de 12 ans, oui. Et donc, on est dans l'hémorragie tardive. Et donc, la question, tu t'en doutes, je la lis in extenso. Comment envisager l'organisation des gardes pour une reprise hémorragique si la moitié de l'équipe ne fait plus de pédiatrie, comme recommandé par les RPP? Quid des responsabilités si reprise hémorragique pendant une garde par un médecin anesthésiste, entre guillemets, non pédiatrique? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, tout ça, c'est hors RPP, c'est-à-dire que les RPP, elles ne stipulent pas l'organisation des urgences. On sait très bien que c'est compliqué en urgence, que tout ça dépend des organisations locales, des expertises, de l'activité. Voilà, donc ça, c'est hors RPP, mais c'est quand même un problème. Ça, c'est clair, parce que c'est difficile et c'est pas un problème qui date des RPP, c'est un problème qui est antérieur. Et quand on fait des amygdalectomies, on doit anticiper la prise en charge de la complication principale qu'est l'hémorragie tardive. Et ça ne doit pas se faire tout seul. Ce n'est pas l'anesthésiste qui doit faire ça. Alors, il doit contribuer, bien sûr, à la réflexion, mais en fait, c'est une complication chirurgicale, l'hémorragie. Donc, cette prise en charge, elle doit être raisonnée avec l'ORL. Et elle doit être écrite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut... moi, j'aurais tendance à dire, comment vous faites à l'heure actuelle? Est-ce que vous les reprenez tout seuls? Ce qui est de toute façon risqué, clairement. Et s'il y a un accident, RPP ou pas, ça ne change absolument rien. On va vous dire, mais pourquoi vous vous êtes organisé comme ça et comment se fait-il que vous soyez tout seul? Voilà, la question, elle se pose comme ça. Après, il y a 2 catégories d'hémorragie. Il y a l'hémorragie cataclysmique avec un enfant qui arrive mourant. Là, vous faites ce que vous pouvez, c'est clair. Vous êtes dans une situation d'urgence vitale et vous faites ce que vous pouvez. Et puis, il y a celui qui arrive, qui saignote. Et la première chose, déjà, ce qu'on peut préconiser, ce qui est faisable quand on est tout seul, c'est de poser une perfusion ou un cathéter intraosseux, de remplir l'enfant et de commander du sang si vous êtes dans une structure qui a du sang, et on peut l'espérer. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez fait ça, déjà, le danger, il est maintenu un peu à distance. Et puis, après, il faut avoir anticipé les choses. Soit vous savez que de toute façon, dans votre structure, vous faites des amygdalectomies. Donc, il faut qu'avec l'ORL, vous avez soit décidé, soit l'ORL a décidé que cet enfant irait en cas de saignement au centre de référence, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits quand même, c'est-à-dire qu'il y a une convention, et là on voit arriver des tas de conventions, des demandes de conventions qui sont tout à fait légitimes.
Dans ces cas-là, eh bien, le centre de référence prend en charge, après transfert, l'amydalectomie, la reprise d'amydalectomie. Évidemment, il faut que l'enfant soit stabilisé avant. Donc quand même, il y a un rôle de celui qui le reçoit initialement. Mais encore une fois, quand vous lisez les RFE de la SFORL, c'est clairement écrit que, il doit y avoir une prise en charge, une anticipation de la prise en charge des complications écrites, et que 2, l'ORL doit remettre aux parents le numéro de téléphone à appeler. Alors, ils disent d'appeler le 15. Bon, c'est intéressant, mais le 15, ça marche dans certains endroits, ça ne marche pas forcément dans d'autres. Donc, moi, je dis, il faut réfléchir ça avec l'ORL. Et encore une fois, ce n'est pas de la... Alors, bien sûr que la responsabilité est conjointe, mais l'organisation, elle repose sur le chirurgien ORL qui le fait en discussion avec l'anesthésiste du site. Voilà. Et encore une fois, il ne faut pas reprendre ces enfants tout seuls, c'est trop risqué. Qu'il y ait des RPP ou pas, les RPP, elles y sont pour rien dans l'histoire. Oui, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de réflexions sur les quotas, même si on avait dit que le chiffre n'existait plus, mais c'était une activité régulière. Oui. Qui fait un volume quand même suffisant de patients, et que donc si on scinde les équipes en deux, et ben certains vont se retrouver sans expérience en pédiatrie et potentiellement se retrouver en garde pour accueillir des enfants. Là, vous êtes dans les plus de 3 ans. Hein. Dans les plus de 3 ans, la deuxième personne, elle n'a pas besoin d'avoir une expérience en pédiatrie. Mais la première, oui. Ah bah oui, il en faut une. Alors, oui, bien sûr. Donc il faut un nombre minimal de médecins anesthésistes qui continuent à faire de la pédiatrie pour pouvoir ensuite les accueillir en urgence, et que ce soit celui-là qui soit de garde. Ce qui m'étonne, c'est que tout ça soit déclenché par les RPP, alors que de toute façon, le problème se posait également avant, quoi. C'est ça mais je conçois que c'est une situation qui n'est pas facile. Hein. De toute façon, c'est une situation compliquée, l'amydalectomie. Mais même en région parisienne, c'est compliqué. C'est compliqué partout parce qu'il faut l'avoir anticipé. Il n'y a qu'une façon de faire, c'est l'anticipation, en fait. Et l'écriture. Oui, quand on t'entend, c'est sûr qu'on voit au fur et à mesure du topo, on va arriver à la conclusion, mais qu'il faut aller voir les ORL, pour voir avec eux les indications et surtout les contre-indications de syndrome d'apnée sévère, puisqu'en fait c'est de leur ressort. Il faut se mettre d'accord avec eux de façon écrite sur un protocole de surveillance post-opératoire, reprise de l'alimentation, surveillance des loges amygdaliennes. Et puis, avec les ORL et probablement même un peu plus large, le SAMU, le centre de référence, comment organiser le parcours patient, notamment pour les reprises. Donc, parce que la convention avec l'établissement qui est éloigné, on a vu tout à l'heure que c'est compliqué. Il y a des établissements qui sont éloignés de 50 km. Comment on fait? C'est une des questions qui est posée, par exemple. Oui, bien sûr, mais je conçois tout à fait que ce soit compliqué. Soit on s'organise localement, pour avoir la possibilité de prendre en charge ses enfants à deux, quoi. Parce que, sincèrement, de toute façon, sur une expertise, si vous êtes si vous assumez une reprise d'amydalectomie tout seul, alors c'est même pas le praticien, c'est la structure qui va prendre, qui va être accusée. Parce que comment dirais-je, c'est une situation à haut risque. Voilà. Mais je conçois que ce soit compliqué. Hein. De toute façon, la reprise d'amydalectomie, c'est compliqué. Voilà. Alors, la seule chose, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et que donc, c'est de l'ordre de 1%. Mais 1%, ce n'est pas négligeable. Quand on fait 200 amygdales par an, ça veut dire qu'il y en aura 2 dans l'année. Voilà. Donc, non, mais je comprends tout à fait que ce soit compliqué. Mais c'était déjà compliqué avant. Poster quelqu'un sur place systématiquement, ça n'a pas de sens pour 2 patients en année. Non, mais il faut un système d'appeler un ami. Il faut un système où on sait que tel n'est pas en vacances, il est disponible et qu'on peut éventuellement le joindre. Je pense que c'est comme ça qu'il faut s'organiser sur ces événements exceptionnels, quoi. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est probablement ce qu'on faisait déjà. Mais c'est ça. Moi, je pense que les gens sont censés et ils sont responsables. Moi, je fais complètement confiance. Hein. C'est-à-dire que je pense que les gens étaient déjà organisés comme ça, mais c'était peut-être implicite ou c'était peut-être un peu fluctuant. Là, la difficulté, c'est qu'il faut le formaliser, il faut l'anticiper et l'écrire. Donc forcément, ça rigidifie un peu les choses. Et en gardant un pool d'anesthésistes compétents en pédiatrie suffisant pour pouvoir continuer à faire l'activité. C'est ça aussi. Oui. Pour ça qu'on a enlevé les quotas. Les compétents, non, les a enlevés les quotas. Les compétents, ils peuvent être compétents sur les 3 à 10 ans, hein, voire les plus de 10 ans d'ailleurs. Parce que là, on n'est pas dans le petit quand même.
Mais bon, je conçois que ce soit... Oui, c'est tout à fait... Oui, bien sûr. Oui, l'acide tranexamique, quand on est dans le contexte de l'urgence... il y a même des gens maintenant qui font des nébulisations d'acide tranexamique. J'ai vu plusieurs papiers qui sont vraiment récents, qui disent que c'est efficace sur les saignements en cours d'amydalectomie. Oui. On va passer à la conclusion. Oui, alors. Juste avant, si je peux me permettre, pour ceux qui le souhaitent, il y a le Collège français d'anesthésie et réanimation met à disposition dans le mois là, qui vient, en mars, un e-learning sur l'amydalectomie. Donc vous pouvez, bien sûr, une fois qu'il sera sur le site, d'abord pour les adhérents et très rapidement, il sera mis en proposé en DPC pour tout le monde. Et il est rempli en 3 heures. Et vous savez qu'on est tenu... de suivre la certification périodique pour les médecins et que donc il faut absolument faire la formation médicale continue. Ça en fait partie. Je pense que ça c'est une chose intéressante. Deuxièmement, il y a eu des événements indésirables graves qui ont été également étudiés par le Collège français d'anesthésie et réanimation au travers l'accréditation des médecins, qui montre un petit peu tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que certes c'est rare, mais ça arrive, en particulier chez ces enfants pour l'amydalectomie, puisque l'ORL ressort dans cette étude-là sur un nombre conséquent de patients. Et ce qui ressort également, c'est finalement on est en dessous des standards de soins dans la prise en charge. Donc je pense que c'était très important de reparler de tout ça pour qu'on soit au clair tous ensemble sur la gestion de ces patients quand ça se complique, etc. Et donc je suis assez content qu'on ait pu clarifier un certain nombre de choses. Bien sûr. J'ajouterais que dans les événements indésirables, il y en a aussi pas mal qui sont liés aux circoncisions. Absolument. Donc, ce qui est important, c'est que ce sont des enfants ASA 1. Je ne sais plus combien, mais la moitié ou plus de la moitié des enfants chez qui sont survenus des événements indésirables étaient des enfants ASA 1. Et c'est un classique, ça, de l'anesthésie pédiatrique. Alors, en conclusion, donc vous avez bien compris que l'amydalectomie, c'était une intervention qui était fréquente. Et qu'elle est quand même très standardisée, la prise en charge, parce qu'il y a eu un certain nombre de recommandations et finalement tout est assez cadré. Le risque respiratoire, je ne reviens pas dessus, le risque hémorragique, l'ambulatoire, on a bien compris que la population à laquelle qui est ciblée pour la prise en charge ambulatoire, eh bien c'est celle chez qui les risques sont minimalisés. Ce n'est pas l'ambulatoire qui minimalise les risques, c'est l'enfant à risque minimal qui est susceptible d'être pris en charge, qui peut être pris en charge en ambulatoire. La surveillance post-opératoire, vous avez compris qu'elle est importante. Moi, je préconise 6 heures minimum. Je crois que ça, c'est quand même fondamental. L'analgésie, elle s'est complexifiée après la disparition de la codéine, mais elle s'est simplifiée maintenant qu'on fait des amydalectomies intracapsulaires, parce que c'est nettement moins douloureux. Ça venait là. Et vous voyez ce qui est écrit en vert. Ce qui est important dans ces prises en charge, c'est d'avoir une discussion et un consensus entre l'anesthésiste et le médecin ORL, et puis surtout des protocoles écrits de gestion des complications, et notamment en termes de reprise hémorragique, pour savoir quel numéro le parent doit appeler, ou est-ce qu'il faut faire une convention avec le centre qui est proche, le centre spécialisé, ou alors est-ce qu'on s'organise au sein de l'équipe, comment on fait, etc. Il faut l'avoir anticipé. La reprise, on a compris, c'est une situation critique, elle est non rare quand même, et tout ça, vous l'avez bien compris. Donc il faut avoir en tête en fait les 3 types de difficultés auxquelles on peut être confronté: l'hypovolémie, la désaturation, l'hypoxie, et puis les difficultés d'intubation. Voilà. J'insiste vraiment sur l'anticipation mentale. C'est valable d'ailleurs globalement pour la prise en charge de la reprise d'amydalectomie. Ce qu'on a pensé, on le fait beaucoup plus vite. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est beaucoup moins stressant quand on l'a anticipé dans sa tête. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous arrivons à la fin de l'émission.
Vous pouvez bien sûr télécharger la présentation de ce soir à l'aide du QR code qui va s'afficher de nouveau en bas de l'écran. Et puis vous savez que vous aurez accès aussi gratuitement au replay des 3 lives d'anesthésie pédiatrique de ce début d'année 2024 sur le site branchettesolutions.fr. Un grand merci Isabelle. Et le sondage initial. Alors, le résultat du sondage. Tu as raison. Alors, tu peux peut-être le... Vas-y. Alors, c'était... La première. En fait, le sondage, c'était suite au RPP d'anesthésie pédiatrique. Finalement, sur 200 réponses, environ 70% se sont réorganisés pour continuer l'activité. Oui. Et puis... 17%, vous n'avez rien changé car vous êtes déjà organisé en accord avec les RPP. Ça fait 87%. 4%, vous avez arrêté l'activité pédiatrique sur injonction de votre établissement. D'accord. 3%, vous allez arrêter l'activité pédiatrique car ce n'est plus assez rentable. Enfin, ça, c'était pour l'histoire qui a été changée, cette question, pour l'organisation, c'était ça? Oui, c'est ça. Absolument. Et de toute façon, c'est 3%, ça. Oui. Vous pensez arrêter l'activité pédiatrique car vous pensez ne pas pouvoir entretenir vos compétences, 11%. Donc, voilà, il y en a beaucoup qui se sont réorganisés quand même, c'est possible. C'est un message plutôt encourageant. Oui, non, c'est bien, c'est très très bien. Ce qui est plus ennuyeux, c'est ceux qui n'ont pas suffisamment de volume d'activité pour entretenir les compétences. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas assez d'activité pédiatrique dans l'établissement, auquel cas effectivement, ou est-ce que c'est parce qu'il y a trop de médecins qui font de l'anesthésie pédiatrique? Donc voilà, mais c'est très intéressant. Moi, je suis quand même très contente qu'il y ait 70% des gens qui réussissent à s'organiser. C'est les retours quand même qu'on a. On a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils sont quand même contents parce que ça a sécurisé leur pratique. Bien sûr, au départ, ça les a sidérés parce que c'était pas facile. Il a fallu négocier avec l'établissement, négocier avec les chirurgiens parce qu'il faut modifier les programmes opératoires, il faut grouper l'anesthésie pédiatrique. Mais finalement, la pratique qu'en ont les médecins anesthésistes, elle est plus sereine. Et voilà. Donc, je trouve que c'est quand même positif. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que ces 3 lives auront aidé chacun à maintenir ses connaissances. Et je crois qu'il y a une partie du pari qui est gagnée. Un grand merci Isabelle pour ces 3 soirées. Merci. Merci Hervé. Et puis rendez-vous dès demain pour un prochain live sur Branchette TV, d'orthopédie, sur les complications en traumatologie de l'épaule. Et puis restez connectés encore quelques secondes parce que le professeur Julien Picard a lui aussi préparé une nouvelle trilogie intitulée « Prendre soin des patients, de l'équipe et de soi-même ». Et donc il vous adresse un petit message. Très bonne fin de soirée à chacun. Bonne fin de soirée. mais également les conditions d'exercice tout au long de votre carrière. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons vous proposer une série « Prendre soin » en 3 épisodes. Dans le premier épisode, nous aborderons les relations entre soignants. Pourquoi sont-elles si spéciales et pourtant parfois si compliquées? Comment faire lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Au cours du deuxième épisode, nous aborderons les relations avec nos patients. Nous inviterons des représentants de patients pour discuter de leurs attentes et voir comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons améliorer encore cette relation. Enfin, dans le troisième épisode, nous parlerons de ma relation à moi-même. Comment gérer mon stress, mon sommeil, mon alimentation, mon activité physique, comment me rendre compte que les choses ne vont pas et comment les améliorer. Je vous donne rendez-vous le jeudi 28 mars à 17h pour le premier épisode de Prendre soin. Parlez-en avec vos équipes et partagez l'information au sein de vos réseaux. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. À très bientôt.